Du plus loin que je remonte au niveau de mes souvenirs, je me souviens que ma mère un jour m'avait acheté de la pâte à modeler, à ma demande bien sûr, parce que j'avais besoin d'un matériau pour pouvoir construire quelque chose, hein, et je voulais. Et je me trouvais un jour en Creuse chez ma grand-mère, dans une vieille bâtisse. Il faisait un orage terrible, comme il y en a souvent là-bas. Et je m'étais mise à côté de la fenêtre pour avoir un maximum de lumière et je m'étais installée sur une table dans un petit coin. J'avais besoin d'être, dans ces cas-là, j'avais besoin de cette solitude en fait qui me permettait de ne pas être, comment dirais-je, gênée par les autres parce que j'étais un enfant très timide. Et j'ai commencé à faire des petits objets tout à fait figuratif. Et j'étais très attentive à ce que je faisais, j'étais complètement concentrée sur l'objet. Et à partir de là, effectivement, j'ai eu envie de continuer à travailler avec mes mains. Alors je prenais un bout de bois, je le taillais, enfin je faisais comme tous les enfants d'ailleurs, je testais. Et très vite, j'ai pu prendre des cours chez une dame qui donnait des cours à des enfants, des cours de poterie en fait, tout simplement. La terre, c'est le matériau mère déjà, c'est un matériau qui appartient à tout le monde en fait. Personne ne peut se l'approprier totalement, mais on peut en faire un allié. Et pour moi, c'est devenu un allié. J'ai toujours eu plaisir à toucher la terre, à la malaxer, à la modeler, à rentrer en résistance avec elle, parce que la terre est un matériau très résistant, qui a ses exigences, hein, beaucoup. Et donc j'ai continué comme ça, à prendre des cours pour mon plaisir. En fait, ce que je voulais, c'était faire du théâtre. Donc j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et je me suis rendu compte très vite que, comme j'étais quelqu'un de très timide, même si ça m'aidait, bien sûr, à me dépasser, il y avait quand même le regard de l'autre qui me dérangeait. Et je me suis rendu compte, ça s'est fait extrêmement progressivement, que la terre m'appelait. La première question qui vient à l'esprit est: est-ce qu'on est, EST, artiste, ou est-ce qu'on est, NAIT, artiste? Sophie Maheu nous dit la terre, le matériau mère m'a appelé. Alors la question se pose, était-elle prédestinée à être une artiste, ou est-ce que ce sont les hasards de son parcours qui l'ont amenée là? A priori, on n'aurait pas tous hérité d'un code génétique qui nous prédisposerait à la créativité. Mais en est-on vraiment certain? Y a-t-il une autre alternative? D'où me vient le plaisir de la peinture, enfin le besoin presque, hein, parce que parfois c'est presque un besoin. L'une des raisons, c'est que quand j'ai commencé à faire des expos, quand je voyais des artistes, quand je voyais des tableaux, à chaque fois c'était trop cher pour pouvoir les acheter. L'art en général m'a toujours intéressé. Je suis arrivé à Paris, j'avais 16 ans, l'une de mes premières visites était le Louvre. J'aime beaucoup l'art contemporain, j'aime l'art classique, j'aime l'art pariétal, j'aime l'art dans toute son histoire en fait. Je me dis parfois, pourquoi je travaille, pourquoi j'ai besoin de terminer un tableau, pourquoi je suis malade quand le tableau, au bout de 2 ou 3 jours, d'une semaine, d'un mois, il ne me plaît pas et que j'ai juste envie de le jeter à la poubelle. Et pourquoi tout ça? Mais peut-être pour laisser une trace. Toujours avec un spatule, parce que pour l'instant, je ne suis pas dans le détail, je suis dans la surface. Je n'ai pas la prétention de laisser une trace à la postérité, mais la première trace, c'est celle de la laisser déjà, de laisser une trace de la journée, de la semaine, du temps qui passe.
Et ça, je pense que c'est voilà, c'est peut-être un peu le moteur. Démarrer une toile blanche, donc c'est un acte jouissif en fait. Dès le début, sur la toile blanche, déjà un trait de couleur, du rouge, du bleu, du jaune sur la toile blanche, déjà, mais c'est très joli. Parfois, j'ai presque envie de dire, tiens, c'est fini. Moi, je parle juste du beau, c'est-à-dire juste de la couleur, juste le pigment, de quelle manière il frappe la rétine et de quelle manière il me rend joyeux, il me rend admiratif de cette beauté presque naturelle en fait, même si c'est la peinture, c'est l'huile, c'est la chimie. Le processus créatif est semblable au processus amoureux. On y trouve à la fois la jouissance physique et viscérale, qui est, on pourrait dire, notre part d'animalité, et quelque chose qui relève plutôt de l'ordre du mental, de la spiritualité, comme les deux faces opposées et pourtant indissociables de ce que nous sommes, finalement, nous, les humains. Il y a tout un chemin qui a commencé vers 14-15 ans. J'ai commencé à dessiner. Donc il y a la production plastique, il y a la dimension spectacle, théâtre, conte, qui pareil, ça a commencé très très jeune. Hein. Mes premiers cours de théâtre, je devais avoir 11 ans. Donc ce plaisir de la scène, ce plaisir du texte, ce plaisir de se balancer un peu sur la scène et sous la lumière pour raconter, et ça c'est quelque chose que j'ai ressenti très tôt. Il y a un autre aspect, c'est le cheval, que j'associe beaucoup à la danse, dans le travail du dressage, mais aussi dans le travail du spectacle, puisque maintenant le cheval, je l'associe au spectacle. Je commence l'école en septembre 97 et ben là, il se passe quelque chose qui s'était jamais passé à l'école. C'est que je découvre la pratique des maths, de la physique et de la chimie parce que j'ai la chance de faire le dernier CAP argentique. Tout ce qui m'amuse en physique, chimie, je le retrouve, c'est de la magie en fait pour moi. C'est-à-dire que quand on commence à développer des photos, en fait, tout ce qui est photographique, que ça soit prise de vue ou développement, finalement, tout dépend toujours d'autre chose. Voilà, mettre un bout de papier dans un bain et puis d'un coup, il en sort une photo. Comment on a fait? Qui sont ces fous qui, en 1860, ont trouvé une formule chimique qui fait la taille d'un mur et qui permet de garder une photo sur un bout de papier. Déjà, l'idée est complètement folle parce que l'idée de conserver un instantané, un instant, date depuis Léonard de Vinci, est le premier à avoir cherché à fixer un moment sans avoir à le dessiner forcément comme un tableau, une peinture ou quelque chose comme ça. L'école photo a été vraiment la révélation pour moi, c'est-à-dire que je suis passé de l'élève très moyen à qui on s'intéresse moyennement. Je faisais jamais virer un prof et de toute façon les profs ne voyaient pas l'axe pour moi pour me permettre de travailler parce que je ne rentre pas dans une case. C'est pas volontaire, c'est pas une volonté de l'esprit de dire ah ben moi je veux pas être comme tout le monde, c'est juste que je fonctionne pas de la manière courante à l'école. Donc du coup, tac, on m'a fait sortir de ce biais-là et finalement je suis arrivé dans un biais où je suis passé bon élève. Mais en fait, bon élève pour moi il n'avait pas de sens parce que en fait je m'amusais quoi. Je m'amusais simplement. Comme la musique est passionnante avec les harmonies, avec les écarts qu'il va y avoir entre les notes, et ben là les écarts qui entre la lumière, la couleur, le contraste et tout ça c'est infini. C'est infini, on peut y aller à fond, il n'y a pas de fin. La curiosité. Voilà un concept qui revient souvent et de façon récurrente
dans la bouche des artistes et qui semble bien être un de leurs traits caractéristiques, une de leurs vertus cardinales même. Cette disposition d'esprit, comme nous dit le dictionnaire, est une attitude de disponibilité, d'intérêt pour une chose donnée qui aide à rendre le monde intelligible. La curiosité de l'artiste appliquée à l'art, et donc l'art lui-même serait par conséquent un des moyens de connaissance du monde. Ce qui m'interpellait, c'était juste le fait de faire, de réaliser quelque chose. L'idée, en fait, arrivait dans mon esprit et je la construisais dans mon esprit. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je commençais à réaliser, parce que j'avais une base que je me donnais, et bien ensuite, en regardant l'objet se faire, et bien les choses, la réflexion se faisait progressive. C'est très étrange, quelquefois il y a de l'ordre de l'évidence, que telle chose doit être faite de telle manière. Et en même temps, quand je vois mon travail, il faut que, au niveau du visuel, les lignes puissent être extrêmement perceptibles. En fait, j'ai besoin que lorsque je fais j'utilise une forme géométrique très rigoureuse, une ligne, il faut que cette ligne, elle ait une orientation parfaite. Eh bien, dans mes sculptures, il n'y a pas de question de morphologie en tant que telle, mais il y a une sorte de squelette imaginaire. Et même si elles sont dans l'ensemble très sobres, parce que certaines le sont très, d'autres moins, mais justement, comme elles sont sobres, les éléments doivent être très justes, posés très justement. Ils ne sont pas posés puisque je les monte au fur et à mesure, mais quand on va les regarder après, on aura l'impression qu'il y a eu des éléments de poser, comme une sorte de construction, comment dirais-je, comme lorsque les enfants avec des cubes en bois vont essayer de faire tenir une pièce. Voilà, tenir l'équilibre, justement. L'équilibre visuel, l'équilibre de l'esprit. J'ai besoin, lorsque je réalise quelque chose, que ça puisse quelque part me réconforter dans l'équilibre. Voilà. En fait, cet arbre, il pourrait pousser dans une forêt. On pourrait imaginer qu'il pousse dans une forêt, dans une région très très éloignée, où il n'y aurait presque pas de lumière, en tout cas pas de soleil. C'est un pays très très froid, dont j'imagine, où il n'y avait pas de soleil, pas de lumière. Ici, je suis raccord, c'est un pays où le soleil n'existe pas. Les jours, ils sont gris et les nuits trop froids, trop noirs. C'est un pays où le ciel a la couleur de la terre. Et ça vient ici. Quand je vais écrire mon texte, je vais non pas essayer de rentrer dans une forme littéraire, mais je vais quand même essayer de trouver des images qui seront, d'un point de vue de ma mémoire, pour pouvoir raconter mon histoire, des images qui vont être des moments leviers, oui c'est ça, des leviers sur lesquels je vais m'appuyer pour construire mon récit avec la chronologie et rester dans la cohérence de mon histoire. Et les branches sont comme des épées pointées vers le ciel où la lune se reflète. Donc on a une trace écrite qui va être un squelette qui est invisible. Et moi, je vais travailler mon texte, je vais l'oraliser, je vais soigner mes images, que parfois je serai obligée d'écrire parce qu'il faut que je les garde en mémoire. Et ensuite, une fois que cette matière, elle est présente, il va falloir que je m'approprie ce texte. Ça ne sera plus une œuvre écrite. Il ne faut pas que ça soit une œuvre écrite. Il faut que je reste dans l'oralité. Et donc, je vais le transformer en quelque chose d'extrêmement personnel qui va m'habiter. Ah, bonsoir les amis. Je suis heureuse d'être là. Enfin arrivée. J'ai traversé 1001 pays. Galopé 1001 nuits. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu froid. Et mon brave cheval a souffert. Donc tout ça, ça paraît très morcelé. Et en fait, entre tout ça, il y a un lien. Il y a un lien qui, aujourd'hui, me paraît évident, que jusqu'à présent, je ne voyais pas du tout, puisque sur toutes ces années de pratiques diverses, en fait, c'est comme une mosaïque, comme des petites taches. Et tout à coup, là, maintenant,
il y a une unité qui se fait. Il y a une unité dans le discours, il y a une unité dans l'intention, il y a une cohérence que je découvre. Et ce qui fait que c'est aussi assez jubilatoire. C'est assez magique de se rendre compte qu'en fait on a commencé un chemin et que on n'est pas complètement, on n'a pas fait des choses complètement opposées en fait. Il y a une cohérence, il y a une colonne vertébrale et on ne l'a pas tout de suite vue. Je peins surtout à l'huile, je peins sur beaucoup de supports, je peins des chaises, des tables, des meubles, des toiles, du bois, je peins sur tout. Le mystère de la couleur, j'essaye de le transposer sur mes toiles. Donc mes toiles seront parfois très colorées, parfois des tons un peu plus sombres, mais dans l'ensemble, je travaille couche après couche, je travaille avec une manière... c'est une peinture un peu gestuelle, spontanée en fait. Hein. Donc là, je suis dans la deuxième phase, c'est-à-dire j'avais une sous-couche de l'épaisseur en fait. Et là, j'en crée une autre avec plus de couleurs. Donc je fais une sorte de patchwork de couleurs. Je donne de la matière, je mouille la toile en fait, je lui donne les parties un peu plus sèches, j'essaye de mettre un peu plus d'huile. Pour après, dans la phase finale, qui ne viendra pas forcément tout à l'heure par la troisième couche, des fois, elle arrive par la cinquième, à la sixième. Donc là, pour l'instant, j'en suis qu'à la deuxième. Mais pour l'instant, la deuxième, donc voilà. J'ai une base colorée. J'essaye d'avoir la même quantité d'huile un peu partout. Il faut que je sois toujours, que je travaille, et que je sois prêt à un moment donné où, là, j'ai quelque chose. Je vois un point où je dis, ce point-là, je ne vais plus le changer. C'est lui qui va me donner ce qui va être autour, et à partir de là, j'essaye, alors là, je suis dans la caresse, et j'essaye de l'amener à la fin, et de l'amener vers ce que je voudrais, vers ce que je vois surgir petit à petit. Et quand ça arrive, c'est magique. Et j'attends que ce mélange un peu empirique me dise, voilà, comme je disais l'autre jour, à un moment donné, je sens que ça va venir. Et c'est comme dans une course de, je ne sais pas moi, dans 10 000 mètres, où pendant 9 000 mètres, on essaie juste de ne pas se faire distancer par les autres concurrents, d'être dans la course, que c'est les 1000 derniers mètres, et là, il faut y aller. Là, pour l'instant, je suis dans la course de fond, j'attends. Je contrôle. J'essaie de maîtriser. J'essaie de maîtriser parce que je peux foirer à un moment donné. Et puis le rush final, il faut être précis, il faut être pointu, il faut être bon. Il y a cette dualité, cette contradiction apparente. À la fois le besoin de cohérence, de stabilité, de s'appuyer sur une structure rassurante, concrète. Et cette nécessité absolue de s'en échapper en se laissant porter par la magie du rêve, le plaisir. Avoir à la fois les 2 pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Mais est-ce que c'est vraiment contradictoire ? Le stylo bille, on a tous dessiné au stylo bille. Le stylo bille, c'est un objet qui est voilà, on téléphone, on fait des petits dessins au stylo bille, on écoute un cours, on fait des petits dessins au stylo bille, etc. Le stylo bille, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre enfance. Le stylo bille, on nous a enlevé les feutres, les crayons de couleur pour nous apprendre à écrire. On nous a mis entre 2 lignes avec le stylo bille. Le stylo bille peut être un objet de frustration, de contrainte, de code en fait. Dessiner avec le stylo bille, c'est s'affranchir de cette contrainte-là. Je me suis dit, mais voilà, il faut que j'essaye. Je fais des arbres au fusain, c'est beau, il y a de la matière, c'est sensuel, etc. Est-ce que je ne peux pas obtenir ça avec le stylo bille?
Et là, il s'est passé un truc. Là, j'ai trouvé mon outil, quoi, mon scripteur. Et j'ai trouvé aussi mon écriture, mon écriture de plasticienne. Là, je pose mes petits coups de crayon comme ça, là. Et la chose apparaît, la vie apparaît en fait, tout doucement. L'histoire s'écrit. Je suis toujours étonnée de, justement, quand on travaille comme ça, on est obligé de prendre petit bout par petit bout et que on reprend du recul, on revient, on zoome en fait, hein, en permanence. Eh bien, il y a une espèce de magie. Parce qu'on découvre tout à coup quelque chose. Et puis on l'oublie, on se reconcentre sur un détail, et puis hop, on revient pour voir si tout tient, s'il y a de l'équilibre, s'il y a de l'harmonie, si on est bien toujours dans le propos. En fait, c'est tellement une promenade intérieure que faut faire attention de ne pas s'y perdre. Pourquoi je me suis lancée dans les arbres? D'abord parce que j'ai énormément illustré des contes, donc forcément j'ai dessiné des arbres, puisque souvent on parle de forêt, etc. Et je me suis approprié le sujet. Je me le suis approprié tout doucement à une période de ma vie où c'était compliqué, personnellement, dans mon corps. Et j'ai voulu parler de ça avec pudeur. Il fallait que je me décolle de l'objet réel pour aller vers quelque chose de fantastique, d'émotionnel, qui parle à tout le monde. Ça a été long, ça a été très long de trouver la forme en fait. Ce que j'essaye de traduire dans les arbres, en fait, je parle des émotions des gens, je parle de cette solitude ancrée, et je parle aussi du mouvement de la vie. Le mouvement de la vie. Et c'est fondamental, en fait. Cette vibration particulière. Et cette vibration particulière, dans le spectacle, dans le mime, dans l'histoire, à cheval, cette vibration particulière, je me connecte à elle à ce moment-là. Et mes arbres sont peut-être l'aboutissement de toutes ces expériences, de tous ces espaces de création où j'ai expérimenté par le corps l'émotion. Je ne trouvais pas en photographie des gens ou des photos qui me permettent de moi-même progresser sans échanger avec quelqu'un d'autre. Et donc du coup je me suis dit mais d'où vient la photographie? Et ça vient forcément cette idée de conserver de l'image par à la base la peinture. Et ben je suis parti à Paris, je suis rentré au Louvre et puis j'ai commencé par la partie ce que je considérais moi de plus ancien, c'est-à-dire l'art roman. Et puis très vite l'art gothique. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il y a un peintre qui a inventé la perspective. Déjà, la perspective, c'est quelque chose de génial parce que quelque chose qui est plat prend du volume. Alors ça, c'est la base de la photographie. On doit montrer du volume, on doit montrer quelque chose qui est en relief en 3 dimensions, mais on doit le montrer sur quelque chose de plat. Le fait de regarder la peinture et d'étudier les tableaux m'a permis de trouver une nouvelle manière de photographier. Et en fait, ce que je fais à chaque fois, c'est ça. C'est-à-dire que j'apprends, je digère, je ne sais pas comment. Et d'un coup, je vois que dans mes photos, ça commence à prendre. Je me dis, ah tiens, par exemple, quand je suis allé au musée d'Orsay à Paris, j'ai forcément découvert les impressionnistes. Et les impressionnistes, bon, ils sont plus ou moins appréciés. Enfin, déjà, ils ont créé un courant au départ où ils étaient détestés parce que du coup, on était vraiment plus du tout dans le détail par rapport aux tableaux de la Renaissance où c'est incroyable de définition. Là, on se retrouve avec des tableaux où il n'y a plus la définition. Alors pourquoi, d'où ça vient? Finalement, ils étaient beaucoup plus intéressés par la couleur, la précision de la couleur qui était, on va dire, très, très éphémère finalement sur ces tableaux-là puisqu'ils peignaient sur place. Avant, on ne peignait pas sur place. Les impressionnistes ont vraiment démarré ça. Je peins sur place. Donc, il fallait aller très vite. On n'avait pas le temps de faire tous les détails. Et en fait, en sortant de ce musée-là, je me suis rendu compte que quelques mois après, j'ai fait des photos à la manière, si on peut dire, des impressionnistes. Et donc, du coup, je n'étais plus dans le détail. Je me suis retrouvé à faire des prises de vue en plein hiver,
port de la Teste, je prends mon petit bateau, il fait -5. Les ostréiculteurs, parce que la plupart des gens qui sont sur le port à 6 h du matin en plein hiver, en dehors des ostréiculteurs, il n'y a pas grand monde. Ils m'ont vu partir avec mon petit bateau, ils m'ont regardé un petit peu en disant qu'est-ce qu'il fait lui à cette heure-ci. Il y avait la brume, c'était vraiment très très beau. Et ça m'a inspiré parce que simplement, je pense que j'avais digéré ce que j'avais vu donc, au musée d'Orsay et tac, je l'ai fait ressortir en photo. D'ailleurs, je fais toutes mes photographies en musique aussi parce que c'est ce qui me permet d'aller profondément dans une ambiance. Je trouve que le fait d'avoir Louis qui m'accompagne avec la vue me permet de rentrer d'aller plus profondément dans cette émotion que je ressens, puisque en fait tout mon travail de photographie est là. J'essaie de transmettre l'émotion que j'ai quand je vois le paysage. Il y a là aussi une constante. Un maître mot qui revient dans les propos des artistes, c'est l'émotion. Leur propre émotion, bien sûr, mais aussi celle qu'ils ont envie de donner aux gens comme un double indispensable de la leur. La recherche presque obsessionnelle de l'émotion est à la fois le carburant et le moteur de l'acte créatif. Elle en est même le substrat. Un créateur sans émotion serait quoi ? Une machine froide, un être cybernétique, dénué du moindre sentiment. Ainsi, pour l'artiste qui a besoin de s'émerveiller, de retrouver un peu de l'enfance perdue, la pratique de l'art est quelque chose de l'ordre de la nécessité, puisque l'émotion est une nécessité. Je suis quelqu'un de très anxieux et je me suis aperçue que dans mon travail, il y avait en même temps une grande solitude et en même temps que cette solitude n'était pas du tout quelque chose de triste. Au contraire, il y a une grande stabilité. Et la base carrée, qu'elle soit large ou non, va imposer cette stabilité. Et effectivement, tout va vers le ciel. C'est pas un hasard. Il y a un travail de spiritualité qui est important, mais c'est difficile pour moi d'en parler parce que c'est quelque chose de profondément intérieur et qui se construit progressivement sans que il soit totalement conscient. Chez moi, c'est profondément intuitif, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réflexion. Cet aspect intuitif est quelque chose qui en fait appartient à tout le monde. C'est ce qui permet à l'individu, à l'être humain d'être ancré sur Terre, justement, et de recevoir. Et très souvent, je fais des gestes qui sont des gestes d'ouverture vis-à-vis de l'univers, parce que je crois profondément que l'univers nous offre, que c'est à nous de savoir recevoir, et qu'ensuite, ça va ou non être réalisé. En tout cas, effectivement, mon travail, est-ce qu'on peut dire qu'il est dans le domaine du sacré? Je ne sais pas, mais j'ai toujours aimé l'architecture du sacré, en fait. Qu'il soit en ruine ou qu'il soit encore visible dans sa totalité. Je travaille par j'ai une gestuelle. Cette gestuelle elle peut être assez douce, assez calme. Je ne fais pas des grands gestes, mais je peux les faire. Il y a même des moments où, en étant tout seul, justement, je me suis trouvé presque nu, et parce que je m'étais sali, parce que j'avais chaud, et parce que je voulais trouver cette animalité. C'est pas que je voulais la retrouver, mais elle sortait du tableau et de moi, où j'avais besoin de me battre avec la toile. Et je suis dans cette critique pendant que je travaille. C'est-à-dire que la critique de mon travail me fait avancer ou effacer. Donc ça m'est arrivé souvent, par exemple, de travailler pendant 10 heures, d'être presque arrivé
à l'objet, à la forme, à l'état, au tableau que je voulais. Et il me manquait un détail que je trouvais, que probablement j'étais le seul à voir, c'est-à-dire le petit point, la petite tache de couleur. Et donc j'ai voulu modifier cette partie et j'ai tout détruit. Et un travail entier d'une journée a été saboté en fait. Mais ça m'arrive souvent, mais je trouve que c'est normal, parce que tant que je ne suis pas content, en tant que critique de mon propre travail, je ne suis pas content à 100%, ce n'est pas fini. Bon, après, parfois, c'est fini parce que je me dis, voilà, je suis pas loin, je l'aime, c'est presque fait, mais ça m'arrive rarement de m'arrêter avant. Ou si ça m'arrive, avec le temps, quelques mois après, je suis capable de passer à côté, de le recorriger et de tout effacer à nouveau pour arriver à ce que j'aime. À cheval, tu es entre ciel et terre. J'ai toujours pensé, enfin j'ai longtemps pensé que justement on domptait, ça c'est la vision classique, et en fait on domptait, on civilisait l'animal, et en fait c'est l'inverse. C'est on se connecte à ce sauvage, on se ressource énormément, et on apprend à communiquer avec cette dimension sauvage de l'animal, mais du coup on apprend à vivre avec notre sauvage, entre guillemets. Et qu'est-ce que c'est bon? Et c'est ça la création. C'est ça, et ça, on l'a tous en nous. D'ailleurs, on est les créateurs de notre vie, on est les acteurs de notre vie. On peut mettre de l'art, on peut mettre de la poésie dans notre vie. Et moi, je trouve que les chevaux m'ont apporté ça, m'ont permis de me connecter à ça, m'ont ressourcé, m'ont soigné. Et vraiment, c'est une expérience extrêmement forte pour moi de bouger de cette façon-là, parce que justement, c'est sans contrainte, c'est la totale liberté. La totale liberté, on ne rentre pas dans un code, le code c'est nous qui l'établissons. On peut tous faire ça. On peut tous bouger de cette façon-là. C'est-à-dire bouger jusqu'à aller chercher l'émotion. C'est souvent comme ça que ça se passe. Plus que j'ai une émotion, j'ai envie de la traduire. Non, c'est je bouge, je me mets en situation, j'écoute des musiques et je vais chercher par le mouvement, parfois en allant jusqu'à la fatigue extrême de ce mouvement ou de mouvements répétés. Et il y a quelque chose qui vient. Ce travail-là, il est très intéressant parce que il est aussi thérapeutique. C'est extraordinaire de se reconnecter à soi. Et par le mouvement du mime, par l'équitation, par le mouvement à cheval, il y a ça aussi. Brassens a écrit dans une de ses chansons, si je me souviens bien, « Sans technique, un don n'est rien qu'une seule manie ». Or, d'après ce qui vient d'être dit, on a un peu envie d'inverser la proposition et on pourrait dire, si l'art n'est que technique, alors il devient très vite une sale manie. Et c'est bien ce que nous disent les artistes. La technique, aussi importante, aussi nécessaire soit-elle, finalement n'est que le socle, la base sur laquelle on s'appuiera pour donner vie à ce qui est en fait réellement essentiel, l'expression de nos émotions. Je considère que la technique doit être au service d'une émotion. Donc, si je suis préoccupé par la technique au moment où je fais ma prise de vue, forcément l'émotion diminue, quoi. C'est comme une jauge pour moi. Et souvent, je vois beaucoup passer de photos très réussies techniquement. Et finalement, excusez-moi du terme, mais c'est chiant. Parce qu'en fait, c'est pas très... il n'y a pas d'échange, quoi. Avec la technique, il n'y a pas d'échange. Avec une émotion, il y a de l'échange. Avec une technique, il n'y a pas d'échange. Donc, on a vraiment intérêt à arriver, quand on arrive sur place, je parle pour la photographie de paysage, en tout cas se laisser prendre par l'émotion et à un moment avoir assez de technique pour pouvoir raconter ce que l'on vient de voir. Ce que je le fais parce que je le sens comme ça. Donc, je ne peux pas avoir l'angoisse de la page blanche parce qu'à aucun moment je ne peux être rien. Je suis forcément un jour pas content. Je suis forcément un jour très heureux. Tous les jours, j'ai une émotion, tous les jours, j'ai quelque chose. En fait, j'apprends
à me laisser prendre par le paysage et par moi-même. Je ne fais jamais des photographies en me disant est-ce que celle-là elle est commerciable. Alors là, c'est vraiment, si le jour je fais ça, en fait, autant changer de métier parce que c'est plus du tout passionnant, quoi. Si chaque photo, je dois me poser la question si elle va plaire, en réalité, je vais faire la photo de tout le monde parce qu'elle est dénuée de mon émotion. Bien sûr que ça arrive que des gens n'aiment pas mes photographies, mais je suis très content de ça parce que ça veut dire que je les ai attirés, je les ai percutés, ils ont ressenti quelque chose en regardant ma photo. Et si mon émotion n'est pas celle qu'ils ressentent, tant mieux. Du moment que eux, ils ont eu une émotion en la regardant. Une émotion, c'est pas forcément une émotion de bonheur ou d'amour. Il y a des émotions de colère, des fois, qui peuvent faire du bien aussi. Et voilà, l'essentiel, c'est que ça dégage quelque chose. Ce verre est absolument magnifique. Il faut que je nettoie le verre parce que sinon... Dans ma famille, on a toujours été extrêmement exigeants par rapport justement à la notion d'esthétique, à la notion d'œuvre d'art. Parce que l'esthétique, c'est quelque chose de tellement vaste, de tellement complexe que moi, je ne savais pas du tout comment je pouvais, où me placer par rapport à ça. Et un jour, j'ai décidé que je ne chercherais pas à faire de l'esthétique, mais que je ferais, voilà. Tu nettoies beaucoup parce que sinon tu te coupes. J'ai eu la chance que mes parents soient toujours... ils ont toujours cru en moi. Mais c'est moi qui avais l'impression que je n'étais pas crue. C'est très différent. La chose la plus importante pour moi, c'est vraiment l'intuition. Je suis une intuitive. J'ai un thème que je m'impose, entre guillemets, mais ensuite, tout vient d'une manière très progressive. Il y a peu de préparation, et ce sont comme mes dessins sont complètement dans le jet. Bien sûr, il y a tout le vécu qu'on a qui fait qu'on ne sort pas les choses d'un seul coup parce qu'on les invente comme ça, sans rien. On les projette. Il a un peu changé de couleur, mais c'est pas encore ça. On les ressort, on les extirpe de soi parce qu'on a été construit par plein de choses, par un ensemble de rencontres, par notre éducation, par nos amours, par nos émotions. Pour revenir à la toile blanche, plaisir de démarrer, et pendant le travail, tous les sentiments presque sont là. Et on passe donc de la joie à l'envie, à la peur de rater, au plaisir, on vit quelque chose de très fort en fait. Je vis quelque chose de très fort. Le seul critique, c'est moi. Le seul critique, c'est moi, et je suis critique pendant que je travaille, et je suis critique une fois fini. Et dans le regard de l'autre, si je rencontre un plaisir, si quelqu'un, bon, je l'ai rencontré, bien sûr, je rencontre quelqu'un qui achète mes toiles, c'est qu'il a plaisir à l'acheter. Donc ça me fait plaisir doublement. Voilà, ça me fait plaisir de vendre, ça me fait plaisir que j'ai trouvé en public quelqu'un qui aime. Mais ce n'est pas déterminant. Ce n'est pas déterminant. C'est un peu le travail à la spatule, hein. C'est pas, on dirait le père de Cavana. Je suis allé voir l'Expo, là, Ciao Italia, sur l'immigration italienne. Cavana, François Cavana, c'est l'écrivain, c'est ça? Ou je sais plus, il parlait de son père, en tout cas, qui était maçon. Et il a gardé la relique, la spatule de son père, qui était maçon.
aller photographier le bassin d'Arcachon, bon, je suis là depuis que je suis né, je le connais par cœur, les lieux secrets, je les connais par cœur aussi. Donc comment est-ce que je vais photographier, on va dire assez souvent les mêmes lieux sans jamais me lasser? Et finalement, la seule possibilité que j'avais de prendre plaisir, de m'amuser à aller photographier tout le temps les mêmes lieux, c'était que ça change tout le temps. Et pour que ça change tout le temps, il n'y a que la lumière qui change tout le temps. Donc j'ai pris la météo, j'ai pris toutes ces données et puis au fur et à mesure, j'ai fouillé. Et comme c'est plein de maths et de physique et de chimie, du coup, voilà, j'ai pris plaisir, ça m'a amusé. J'ai eu la chance de rencontrer un météorologue qui m'a fait progresser en l'espace de 2 heures avec lui. J'ai appris comme si j'avais mis 1 an à moi tout seul à apprendre ces choses-là. Et donc, en réalité, ce que je fais, c'est que tous les matins, et même plusieurs fois dans la journée, je vais regarder tout un tas de données, notamment ce qui s'appelle un hémagramme. Un hémagramme, c'est ce qui donne la température suivant l'altitude. D'accord? Puisque, évidemment, plus on monte, plus l'altitude diminue. Ensuite, il y a une autre donnée qui s'appelle le point de rosée, c'est la saturation de l'air dans l'humidité. Ça me permet de savoir quel type de nuage arrive à quelle altitude. Voilà. Et ça, c'est comme mes filtres en studio. En studio, on peut mettre un diffuseur, on peut mettre un nid d'abeilles qui va concentrer la lumière, on peut mettre un cache qui va faire un trait de lumière. Et bien les nuages, ils font la même chose. Suivant le type de nuage et suivant son altitude, ils modifient la lumière du soleil. Voilà, donc là aujourd'hui, par exemple, on a ici des cirrus et des cirrocumulus. Alors eux, ce sont des nuages qui sont très hauts et en fait, ils sont très très blancs parce que ce sont des petits cristaux de glace. D'habitude, je fais des photos qui reflètent complètement la réalité. J'essaie vraiment d'être très fidèle aux lumières que j'ai vues. Et puis des fois, je fais des photos où je suis comme un peintre. C'est-à-dire que je vais exagérer au post-traitement, des choses comme ça. On va être encore plus dans l'émotion. Demain matin, 8 h, hop. Il se passe ce que l'on a dit, nuages de basse altitude suivis par les bleus qui sont les cirrus de haute altitude. Voilà, et en fait au fur et à mesure de la journée, ça va complètement prendre toute la hauteur du ciel et donc on va avoir vraiment un temps très très gris, voire de la pluie. Ça peut correspondre tout à fait à mes photos des séries limitées, les photos blanches avec des petits points de couleur. Alors ça évidemment après je le retouche et je l'exagère, mais déjà à la base j'ai cette atmosphère qui va être très très blanche, très très douce. Ça permet de faire ressortir un tout petit sujet qui est immensément perdu dans le paysage, comme ma série ma série blanche avec ce qu'on appelle les pignottes ici. Ces pignottes qui servent pour le travail des ostréiculteurs, pour se repérer et tout ça, je voulais vraiment arriver à les mettre en avant. Je me suis dit, waouh, si je les photographie sur un truc tout blanc, c'est tellement graphique, symétrique, mais aussi désordonné, qu'ils vont tout de suite sauter au visage, quoi. On va voir que. Et donc là, je cherche des temps, alors pas forcément d'hiver, mais d'hiver il y en a plus souvent. Là, je vais le faire dans l'autre sens, je vais attendre qu'il y ait du stratus et je vais aller faire ces photos-là. Parce que du coup, voilà, je vais avoir un paysage tout fade. Et donc, s'il est tout fade, bam, je fais ressortir ce sujet-là tout de suite. Ça, c'est une patine. Alors, je vais tricher parce que je vais faire la patine sur une terre qui n'est pas encore sèche. En fait, ce sont des colonnes, tours, je sais pas, plutôt je préfère le mot tour parce que colonne, c'est quelque chose de très... qui soutient quelque chose. Là, ça ne soutient pas, ça s'élance plutôt. Elles ont chacune un élément, ou plusieurs, mais qui sont différents des autres, avec quand même des rappels. Et elles ont toutes la même base. Ça peut paraître étrange, mais je me suis dit qu'en ayant toute la même base, le rythme pouvait se faire surtout vers le haut de la sculpture. Toujours cette dualité, les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Les contraintes de la matière et la dimension mystique, sacrée même, de la création. Mais en fait, cette contradiction apparente est en réalité une dynamique, la seule vraie dynamique, celle de la vie, puisque comme on le sait, celle-ci ne fonctionne que sur l'opposition des contraires,
Pas de plein sans vide, pas de clair sans sombre, pas de chaud sans froid, pas de vie sans mort. Mais in fine, la chose la plus importante, je crois, me semble être la remise en question permanente de ce qui a été accompli. Non pas comme un reniement, mais au contraire comme une nouvelle perspective qui s'ouvre après chaque accomplissement. En fait, la pratique de l'art, c'est un peu le paradoxe de Zénon, de même qu'Achille ne rattrapera jamais la tortue. L'artiste toujours court après quelque chose qui lui échappe, même quand il a le sentiment de s'en être approché. Je ne sais plus quel grand peintre a dit un jour, de tous les tableaux que j'ai peints, celui que je préfère, c'est celui que je ferai demain. Le créateur est donc celui qui, tout en visant la cible qui recule au fur et à mesure que lui avance, vit dans l'espoir de ce futur prometteur auquel il croit sans faiblir. Être artiste, c'est être en guerre. C'est livrer une bataille qui n'est jamais gagnée, mais dans laquelle pourtant on n'est jamais vaincu. La difficulté, la grande difficulté pour un peintre, c'est de se dire quand est-ce que je m'arrête? Eh bien moi, j'y pense jamais. Je n'y pense jamais. C'est quelque chose qui va se faire naturellement. Et parfois même, c'est un petit peu difficile parce que j'ai l'impression, d'une manière rationnelle, que le tableau n'est pas terminé. J'ai laissé des espaces, mais mes pleins, mes vides, ils veulent dire quelque chose. Après, il y a une dimension technique, c'est-à-dire est-ce que mon image elle est bien composée? Est-ce que je me sers bien de la forme pour exprimer ce que j'ai à exprimer? Bon, ça c'est une chose. Mais au-delà de ça, quand je le sens, il y a quelque chose qui vient, c'est une évidence. J'ai envie de le mettre dans un cadre, j'ai envie de l'accrocher. Ben, c'est le moment où il s'arrête, où il faut que je passe à autre chose. Voilà. Ou si je continue, je risque de raconter une autre histoire. Je risque de partir sur un autre propos et c'est dommage. En fait, c'est un acte de sagesse de savoir arrêter. Et quand on arrive à s'arrêter, là, on est dans le juste. On sait que ce qu'on va donner à voir, que ce soit apprécié ou non, en tout cas, rien ne détonnera. Tout sera mis en place. Il faut être modeste, il faut être honnête et modeste. Il ne faut pas surjouer, faut laisser respirer l'œuvre aussi. C'est important ça. À un moment donné, il faut accepter que l'œuvre, elle existe toute seule. Donc, de quelle manière une toile, on peut dire que c'est fini? En tout cas, moi, je peux dire que c'est fini. Je l'estime quand à la fin d'un processus long de travail où je suis face à la toile, c'est-à-dire je ne la quitte pas des yeux, je m'éloigne, je me rapproche, je la caresse, je la brutalise. Il y a un moment où je dis, j'ai presque envie de la caresser, je dis, c'est bien comme ça. Je pourrais presque l'embrasser. Voilà, mais je ne peux pas parce que c'est vrai que j'en ai partout. Donc, oui, il y a ce moment où on se dit c'est fini et on a enfanté presque quelque chose. Voilà. Ce que je livre, il est bien pour être livré, c'est bien fait pour être livré, ça ne m'appartient pas. Elle existe, cette œuvre. Ce propos, il existe, et les gens, ils vont se l'approprier à leur façon. Le tout, c'est qu'ils se l'approprient. Ce qu'ils mettent dedans, ça leur est intime, ça leur est personnel. S'ils me font le cadeau de venir m'en parler, c'est une joie, mais il n'y a pas de jugement de ma part de la façon dont ils se sont appropriés mon travail. Ce qu'ils ont lu à l'intérieur de mon travail leur appartient, et c'est beau, et c'est super, et c'est à ça que ça sert. Et ce thérapeutique, c'est un terme qui est difficile parce qu'on voit du soin, on voit de la maladie, on voit... Non, c'est peut-être pas que ça. C'est du poétique. Du poétique qui nous unit. Toi, moi, les gens. Et c'est bien ce dont on a besoin, c'est de ce lien,
de ce lien poétique, de ce lien qui fait que l'art nous permet de décoller de la barbarie et de la violence. Et si les gens ils regardent mon travail et qu'ils s'enrichissent d'eux-mêmes en fait, et que ça crée un lien entre eux et moi, je ne peux pas être déçue.